à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans quelques minutes. En dépit des contestations et des manifestations, le CEP continue sa course vers les élections. Près de 30 000 Haïtiens sont arrivés aux différents postes frontaliers. Les réactions fusent de toutes parts pour dénoncer le comportement des autorités dominicaines. En économie, la gourde continue sa vertigineuse ascension. Et le projet Lafito Global est devenu une réalité. Le port le plus profond du monde a été inauguré cette semaine. En dépit des protestations et manifestations pour demander la réintégration des candidats écartés aux élections, le CEP continue les opérations électorales. En effet, 70% des bulletins de vote pour les législatives ont déjà été imprimés à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les 38 millions de dollars nécessaires à l'organisation des prochaines législatives sont aussi déjà disponibles selon les responsables du Conseil électoral provisoire. Avec c'est 3 cargaisons de kits qui arrivaient, qui en 2 catégories, c'est kits électoraux avec kits de formation. Pour kits électoraux, nous gagnons première cargaison là dans 4094, deuxième c'était lundi, deuxième non c'est 5994, troisième non c'est 4421, ça fait en tout 14 499 kits électoraux. Mais à côté de kits électoraux, comme nous avons déjà annoncé, il y a un kit de formation tout. C'est 1800 plus 500, ce qui donne 2300. Dans la première catégorie, nous sommes capables de dire, dans le kit électoraux, nous gagnons isoloir, nous gagnons urne, nous gagnons lampe, bougie, etc. en indélébile. On s'est dit ensemble d'éléments, tout ensemble d'articles qui pourraient permettre que la formation soit capable de faire pour que nous capable de participer, pour que nous capable de formation valable, pour que nous capable plus utile, plus efficace dans le cadre d'élection. Quelques milliers de personnes appartenant à la plateforme politique Vérité ont manifesté cette semaine encore pour exiger du Conseil électoral la réinsertion de leur candidat Jackie Lumarque à la prochaine présidentielle. Nous demandons KEP au pont, Josie Lislan, tourner pour décision parce que nous avons mobilisé, nous avons occupé 6 départements dans le Joukapini. Le terrain pour nous, nous avons pris le terrain. Le terrain pour nous, et nous pouvons prendre. Et nous commençons déjà, tout le monde qui est à nouvelle aujourd'hui, et dans le Joukapini, là, nous allons mobiliser. Ça c'est donc là. Et nous demandons pressé. Mettez Jackie dans place. Dis-les. Capable pression qui paye, qui voulait transition, yo pas Suisse. Net qui voulait transition, yo pas. Écarté depuis le 19 juin, Jackie Lumarque a fait sa première apparition devant la presse jeudi pour se prononcer sur la décision prise par le CEP à son encontre. Et pour le candidat de la plateforme Vérité, son éviction de la course à la présidence est un signe d'effondrement de la morale et de la raison dans le pays. Ça devant nous là, ça que m'a vivre là, à l'occasion de retrait Jackie Lumarque, non, liste candidat il risquait pour moi, jamais pour institution comportée, jamais pas des raisonnements qui fait là, pour moi, il révélait un risque possible d'effondrement moral dans le pays. Nous risquons un effondrement moral, nous risquons en même temps tout un effondrement de la raison. Donc, bataille, ça, d'abord une bataille pour le droit, d'abord une bataille pour nous quitter Haïti. Quelle des chances pour continuer à construire un état de droit qui c'est fondamental pour la démocratie dans le pays. Donc, c'est pour une démarche pour caser qu'elle, nous voulons qu'elle là, on prenne cap en corrigeant les erreurs qu'elle fait. Donc, comment on peut imaginer que le Conseil électoral provisoire là, prendre communiquer ça, ont décisions qui sont décisions administratives qui transcendaient aux décisions de justice. Aux décisions de justice rendues par son tribunal de dernier recours. Autrement dit, lors du BCEN dans son tribunal de dernier recours, une fois qu'il prend une décision de justice, le président Matéli, lui-même, par une capacité de mettre en question. Par une entité dans le pays, par une entité sur la planète là, qui a une capacité de mettre en question une décision juridictionnelle que le Conseil électoral prend à travers son bureau contentieux électoral national. C'est fini, dossier à clos. Ou dit que mais pas besoin pour des charges,
mais on mettait dehors parce qu'il n'y a pas de décharge. Est-ce qu'on comprend les raisonnements? On dit, c'est pour ça que je dis, attention, attention, pour la société, pas faire face à un effondrement de la raison, mais aussi un effondrement moral. Pourquoi ça me parle d'effondrement moral? Même laisser l'État qui fait loi, qui fait constitution, qui fait décret, qui fait arrêté, l'État n'a pas d'autre porte de sortie que respecter lui-même loi à décret comme constitution qu'il fait. Il n'y a pas de route par voie quelque part. Et pour un éclairage sur le processus électoral, nous recevons Pierre Maniga Junior. Nous recevons aujourd'hui donc Pierre Maniga Junior, qui est vice-président du CEP. Bonjour, Monsieur Maniga. Bonjour, Daphné. Alors, on a vu ensemble les images de Jackie Lumarque. Vous avez vu ses prises de position. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je crois que c'est son droit le plus entier, c'est le droit le plus entier du parti ou de la plateforme Vérité de défendre les intérêts du candidat Lumarque. Mais nous, au CEP, nous avons traité le dossier Lumarque comme nous avons traité 30 000 dossiers de candidats. Donc, il a à se plaindre, mais nous avons notre réalité, nous devons respecter le décret électoral et la Constitution. Donc, nous avons appliqué le décret et la Constitution. Et qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Ces accusations, donc, oui, vous accusez. C'était politique, il a dit que vous étiez impartial, enfin il a dit quand même pas mal de choses. Donc qu'est-ce que vous répondez à partir de cela? Bon, écoutez, est-ce que c'est une institution politique? Oui et non, c'est pas une... La décision de l'écarter? La décision n'est pas politique. Si on me dit que la décision est politique, qu'on aurait dû prendre des décisions politiques pour tous les candidats de la plateforme Vérité. Et pourquoi on devait prendre une décision politique spécialement pour M. Lumarque? Non, la décision est technique. Ok. Il y a une autre chose que j'avais envie de savoir, c'est que la loi électorale, il semblerait même que la loi électorale ne reconnaisse pas que les accusations portées contre candidats par d'autres candidats, d'autres plateformes. Non. Dans ce cas-là, c'est ce qui a été fait, non? Non. Il y a un niveau contentieux dans le processus. Donc vous n'avez pas écarté Jackie Lumarque parce que 17 partis et groupements politiques ont Ça aurait pu être une personne quelconque qui nous envoie des informations et on va pour Et sur quels critères vous êtes basé pour le rejeter? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Dans la mesure où, au moment de son inscription, il n'a pas eu de décharge de sa gestion. Donc c'est ça le motif Absolument. principal, si j'ose dire, ou le seul? Oui, le seul. C'est le seul motif, c'est l'unique motif. Oui. Maintenant, on va un petit peu parler des bulletins de vote. C'est quand même un sujet qui est brûlant, qui fait parler de lui. Pourquoi Dubaï et qu'est-ce qui a motivé ça? Bon, il y a un accord qui est antérieur à la venue de ce conseil électoral. Ça voudrait dire que quand en janvier, on a fait appel à nom du conseil, il y avait un accord qui liait et qui continue à lier l'État haïtien et le PNUD. Donc c'est le PNUD qui gère les fonds pour la période électorale, ou du moins pour le conseil électoral. Mais le PNUD gère les fonds pour Haïti seulement au niveau électoral. Est-ce qu'il gère les fonds des Haïtiens et les fonds des étrangers aussi? Absolument. C'est-à-dire que l'argent versé par l'État haïtien dans le fonds pour les opérations électorales sont aussi gérés par le PNUD. Les personnes qui sont parties en délégation à Dubaï, ils étaient 2 ou 3, cela dit, qui c'est qui a géré Absolument, c'est le PNUD. Aussi, dans ces fonds, dans ces mêmes fonds? Oui, dans la mesure où ce déplacement est considéré comme une opération électorale, dans le cadre des opérations électorales. Donc en fait, on peut considérer que s'il y a 41 millions de dollars nécessaires pour les élections, on a enlevé de ces 41 millions la somme qui a nécessité ce départ aux Émirats arabes. Absolument. Exact. Absolument. D'accord. Il est important de
De noter que le PNUD gère donc seuls les fonds haïtiens et étrangers. Oui. Mais il le fait seulement pour notre pays ou il le fait pour d'autres pays aussi? Ah, là, je ne peux pas savoir, mais je pense qu'il y a d'autres pays, puisque j'ai eu la chance de visiter le Venezuela et c'est un conseil électoral totalement indépendant et c'est ce conseil qui gère tout. Mais contrairement à nous autres, nous n'avons pas à gérer ce fonds et ce n'est pas un accord qui a été signé par le conseil électoral, mais par l'État. Donc cet accord est imposable à nous du conseil. Donc ce n'est pas une coordination entre le PNUD et le CEP? C'est évident qu'il y a une coordination, mais de toute façon, c'est le PNUD qui gère, qui décaisse, etc. Ce n'est pas nous. Donc vous ne touchez pas du tout d'argent concernant ce fonds fiduciaire? Nous autres, toucher? Non, quand vous dites toucher, c'est-à-dire que si nous faisons une réquisition, donc le PNUD peut même juger si cette requête est normale ou pas normale. Donc c'est selon ces procédures. Est recevable ou pas? Absolument. C'est selon ces procédures, et pas selon les procédures haïtiennes. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres à l'international? Absolument. Donc ça, il faut le dire, puisqu'ils ont, ou du moins sur le PNUD, dans ces procédures, c'est sûr. Mais nous autres, nous avons été pris au dépourvu. Puisque, étant donné que le temps qui nous restait était vraiment trop limité pour demander au PNUD de réviser son plan. Non, on a dû, pour ne pas donner un prétexte quelconque, accepter que les bulletins, ou du moins le matériel sensible et non sensible, soient exécutés en dehors du pays, dans l'espoir, pas dans l'espoir, parce qu'il y a un accord entre nous et le PNUD pour que les matériels sensibles et non sensibles soient faits en Haïti pour les locales et pour les présidentielles le 25 octobre prochain. Tout est prêt? Quand vous me dites tout est prêt, pour les élections du 9 août. On n'a pas encore reçu les bulletins, ça va se faire à la mi... on est en juillet? Oui, à la mi-juillet, bon, 15, 21 juillet, donc on va recevoir tout le matériel. On a reçu déjà le matériel non sensible, c'est-à-dire tout la quincaillerie au niveau des bureaux de vote, c'est-à-dire isoloirs, etc. On a reçu ça et il y a un cargo venu de l'Afrique du Sud. C'est cela, on va en arriver à l'Afrique du Sud. Qui sont venus et qui ont apporté tout ce matériel. Ils sont venus avec l'encre aussi? L'encre indélébile, tout le Bataclan. Et pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui fournit l'encre? Dans la mesure où ça a été un appel d'offres international, donc c'est une entreprise de l'Afrique du Sud qui a gagné. Aussi simple que ça. Mais nous avons, au Conseil, exigé que les entreprises haïtiennes soient partie prenante de tout ça. Inévitablement. Oui, parce que nous avons des imprimeurs en Haïti. Inévitablement. Des imprimeurs. Et puis, d'ailleurs, je crois que, ou du moins, il y a un conseiller qui est spécialiste en droit et qui a objecté. Et pour les pays comme nous, l'Organisation mondiale du commerce fait injonction aux organisations internationales d'encourager les entreprises locales pour que ces entreprises puissent se développer. Donc il faut absolument que les entreprises haïtiennes participent. Ah oui, à tout cela en fait. Absolument. Et pour les prochaines élections, on va faire appel à... Non, on ne va pas dire pour les prochaines élections, pour les autres étapes du processus. Oui, tout à fait. Les municipales. Et les présidentielles et les municipales. Qui doivent se dérouler le 25 octobre. En effet. Bon, mais il y a une autre chose que je voulais dire concernant l'Afrique du Sud, l'encre indélébile et tout ça, c'est encore une fois appel d'offres Bon, je crois que ça doit participer d'un package. C'est tout et le matériel. C'est parce que ce qu'on a reçu, c'est de l'encre, etc., crayon et tout, même des bougies. Ah ouais.
Et il y a une chose qui me revient là tout de suite, les bulletins seront reçus en vrac, ça va être compacté, est-ce que ça va être déjà... Vous avez une idée selon les informations que j'ai des conseillers qui ont été là-bas, donc on va le faire en fonction des départements et en fonction de députés. Le tri sera donc fait en Haïti ou là-bas? Non, depuis Dubaï, et on va les recevoir et on va les acheminer. Là, nous allons bénéficier de l'appui de la MINUSTAH qui, normalement, jusqu'ici, nous aide au point de vue logistique. L'appui de la MINUSTAH? Absolument. À combien s'élève, par exemple, le nombre de votants à nos jours? Bon, on est en train de préparer la liste, mais est-ce que cette liste peut être fiable à 100%? Ça, je doute, dans la mesure où, après le 12 janvier, on a eu beaucoup de morts, donc c'est sûr qu'il fallait, puisque c'est à partir de cette liste qu'on va préparer. Vous êtes en binôme avec l'ONIP quand même pour... Absolument, mais est-ce que l'ONI a les moyens? Je ne sais pas. Est-ce que l'ONI a les moyens d'épurer la liste, c'est-à-dire enlever les morts et laisser les vivants? Oui, de faire la comptabilité, en quelque bon, sorte. je ne suis pas au courant. Mais de toute façon, cette liste est en préparation. On va avoir la liste, ce n'est pas la liste de l'ONI, mais c'est la liste pour le Conseil électoral. Donc il y a une différence. Est-ce que je peux vous poser une question? Absolument. Vous croyez vraiment que les élections auront lieu? Je n'ai pas le droit de ne pas croire. Je ne peux pas douter, dans la mesure où le Conseil électoral a reçu pour mission d'organiser les élections. Ce n'est pas organiser les élections durant cette année. Dans la mesure où cette année, si on ne réalise pas ces élections, c'est sûr qu'on va déboucher sur une crise. Dans la mesure où il n'y aura pas d'autorité constituée. Donc il nous faut absolument. Mais je prends le temps de dire que nous avons eu, entre guillemets, la malchance d'organiser les élections aussi rapidement, puisque on est installé en janvier et durant 5 mois, on a dû réaliser un travail immense pour aboutir au 9 août. Ça aurait été un grand plaisir pour nous d'avoir le temps d'organiser les élections, mais on n'a pas eu ce temps. On n'a pas eu le temps parce qu'il nous fallait organiser les élections durant cette année 2015 en respectant les dates constitutionnelles, par exemple le 25 octobre. Et en respectant les échéances constitutionnelles. Il faut qu'il y ait des élus, et c'est le 2e lundi du mois de janvier, il faut qu'il y ait un Parlement. Donc on n'a pas eu le temps de prendre le temps de faire des élections. On avait vraiment des contraintes. Vous pensez aussi que le peuple en s'est commis, il y a un terme pour dire ça sera fait. J'ai pas entendu de publicité. On absolument, pas absolument. Il y a un déficit en matière de communication. Oui, là encore, c'est cette question des procédures nulles. Parce qu'il faut, c'est le terme qui m'échappe là. Et là, je profite de cette occasion pour vous remercier, puisque vous me donnez l'opportunité, ou du moins le conseil, l'opportunité de rendre des comptes et de parler élection. Puisqu'il nous faut appliquer un plan de communication. Mais avec ces procédures, c'est très difficile de le faire. Donc nous sommes conscients. Nous sommes conscients et cette semaine, on va mettre des bouchées doubles, réparer l'irréparable pour voir ce normalement. Ce sont nos partenaires dans ce processus, les médias. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de propagande électorale. Oui, mais justement, le mot m'est revenu. Convoquer le peuple en s'est commis, c'est le président de la République qui fait ça. Non, mais c'est au début du processus. Une fois... Ça a été fait? Absolument, absolument. Au tout début du processus, une fois les dates établies, donc le peuple est convoqué en s'est commis. Quand est-ce qu'on aura la pub? Quand est-ce qu'il y aura la campagne électorale? En général, je n'ai pas entendu. On a 1 mois, c'est court, non? Oui, c'est pas une primeur. Je vous dis que vendredi, on a eu une rencontre avec tous nos partenaires, le PNUD, la MINUSTAH, les FES, pour dire que c'est même pas un retard. Il n'y a pas eu vraiment de campagne, ou du moins de propagande électorale. Donc ça va se faire durant cette semaine. On va planifier tout ça pour que au moins nous puissions réparer l'irréparable. Merci, Monsieur Pierre Maniga Junior. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Je dis un grand merci à toi, Daphné, et particulièrement à Radio Métropole,
et qui nous a permis de parler élections et, à la télé. Et de rendre des comptes, puisque nous sommes là pour rendre des comptes, puisque nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons au nom et pour le compte de l'État. Merci. Merci. Près de 30 000 Haïtiens sont arrivés aux différents points frontaliers cette semaine. Accueillis par quelques membres du gouvernement haïtien et placés dans les centres provisoires, certains d'entre eux ont été conduits dans leur localité d'origine. Parallèlement, une importante réunion concernant les expulsions d'Haïtiens en République dominicaine a eu lieu mardi à la State House du Massachusetts à Boston. Organisée par le sénateur Linda Dorsena-Fori, cette réunion à laquelle participaient des officiels américains a débouché sur une résolution de solidarité envers les migrants. D'ailleurs, une pétition de protestation sera adressée à la Maison-Blanche ainsi qu'au Bureau fédéral. We want you to call on your elected officials in our federal government and ask them to speak publicly and demand a halt to the Dominican Republic's policy regarding the deportation of Dominicans of Haitian descent. Il faut ajouter aussi que l'Union européenne promet de poursuivre les discussions avec les autorités dominicaines en vue de trouver une solution aux problèmes de rapatriement qui affectent les deux pays. Et lors d'une rencontre avec la presse, elle a estimé que ce dossier était d'une importance capitale et d'une grande sensibilité et par conséquent devrait être traité par le dialogue. En réaction, le Premier ministre haïtien fustige le comportement des autorités dominicaines pour leur manque de considération vis-à-vis d'Haïti. Le ministre des Affaires étrangères, Lénaire Renault, a annoncé que la question a été portée par devant les instances internationales, tout en déplorant que les autorités dominicaines paraissent par ailleurs indécises sur la définition d'un protocole de rapatriement. La signature d'un protocole de rapatriement, voilà tout ce qu'Haïti attend de la République dominicaine. Mais de l'autre côté de l'île, les autorités répugnent encore à le faire, ne donnant aucun signal convaincant au gouvernement haïtien que des balises seront établies pour permettre une expulsion équitable des Haïtiens en situation irrégulière. Malgré la réticence apparente du gouvernement dominicain, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Lénaire Renault, continue d'espérer que les modalités de rapatriement seront quand même définies, puisque lors de la rencontre bilatérale du 6 juin dernier, à Port-au-Prince, son homologue, Andrés Navarro, avait exprimé son accord sur le principe. Le chancelier dominicain avait même accepté que 2 commissions, l'une haïtienne et l'autre dominicaine, soient mises en place pour tabler sur la question. Le programme national de régularisation des étrangers a pris fin il y a plus de 2 semaines. De plus, la période moratoire de 45 jours dont bénéficie Haïti est déjà entamée. Pourtant, ce que déplore Lénaire Renault, c'est que le gouvernement haïtien ne sache toujours pas quand le rapatriement débutera officiellement et dans quelles conditions il se fera. Ces protocoles de rapatriement qui pour fixer pour nous le comment faire et ce qui doit être fait. Par exemple, qui joue le rapatriement fait, qui bon, qui quantité moun et on contrôle que nous demandons sur moun qui a privé en amont. C'est pour éviter justement que nous pas recevoir des gens qui sont capables de créer des problèmes à système sécuritaire noir. Et le gouvernement n'est pas nullement disposé à recevoir des étrangers qui peuvent être des Dominicains d'ascendance haïtienne. Une offensive diplomatique. C'est ce qu'envisage le gouvernement haïtien dans le cadre de ce dossier, susceptible de dégrader encore plus les relations entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est en ce sens que la question a été portée au niveau multilatéral. En fait, les autorités haïtiennes estiment nécessaire le mot de la CARICOM, de l'OEA et de l'ONU sur le rapatriement annoncé. Mais cependant, le multilatéral pas capable de décider une entente, un protocole avec la République dominicaine et Haïti sans que la République d'Haïti et la République dominicaine, quelque part par chita, pour y joindre une décision. 25 000 Haïtiens qui vivaient en République dominicaine seraient déjà retournés volontairement dans leur pays. Ce flux de migrants constaté presque chaque jour sur la frontière ne découle pas d'un rapatriement discret ni d'une quelconque déportation. Connaisseur du dossier migratoire haïtiano-dominicain, le ministre des Affaires étrangères tente d'expliquer ce phénomène. Si quelque part des Haïtiens choisissent volontairement pour que
quitter la Dominicanie, c'est parce qu'il y a un décor qui est mal planté. C'est parce que psychologiquement, ils ne sont pas armés pour y arrêter. Donc, ils sont venus. Et c'est dans le cadre de ça tout que nous avons décliné l'invitation que M. Navarro a fait nous, jusqu'à ce que nous soyons capables d'être clairs et d'expliquer nous pourquoi ce départ massif. Une rencontre au plus haut niveau entre les autorités d'Haïti et de la République dominicaine a été sollicitée par le chancelier Andrés Navarro, mais ni la date, ni l'heure, ni lieu où doit se tenir cet entretien bilatéral n'ont été définis. L'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic des personnes est, elle, préoccupée par la façon dont le gouvernement haïtien gère le dossier des rapatriements. Et pour Human Rights Watch, les agences gouvernementales chargées des registres de l'état civil dominicain ont tout bonnement refusé de restituer les documents originaux de nationalité à des Dominicains d'origine haïtienne qui sont dans l'incapacité maintenant de faire valoir leurs droits fondamentaux. Reiterar públicamente la necesidad de que la República Dominicana cumpla con las normas internacionales en materia de derechos humanos y reiterar y establecer que el ingreso de la República Dominicana en la comunidad del CARICOM esté condicionada o dependa de que se resuelva positivamente la crisis generada en el país en materia de desnacionalización de dominicanos a raíz de las sentencias adoptadas por los tribunales, específicamente el máximo tribunal de República Dominicana. À présent, abordons un autre sujet qui fait l'actualité. Il s'agit de la barre des 52 gourdes pour $1 qui a été franchie ces derniers jours. C'est une situation qui préoccupe de plus en plus les opérateurs économiques haïtiens. Il faut rappeler que le taux de change de la gourde par rapport au dollar était fixe entre 1960 et 1990. Il fallait 5 gourdes pour $1 et ceci était même inscrit sur les billets. Il est à noter que la première variation du taux s'évaluant à 6 gourdes a été enregistrée en 1991. L'économiste William Savary, qui s'était exprimé à la rubrique Le Point sur le rapatriement, pense que l'expulsion des Haïtiens de la République dominicaine provoquera un problème politique, ce qui risque d'avoir une influence sur la valeur de la gourde. Il a par ailleurs déclaré que les troubles dans un pays ont particulièrement tendance à fragiliser sa monnaie locale. La menace, si tu veux, de rapatrier les Dominicains d'origine haïtienne chez nous risque d'aggraver les conditions politiques que nous vivons actuellement en Haïti. Et ceci va additionner d'autres pressions sur la monnaie locale. Et dans tous les pays du monde, lorsque la politique n'est pas stable, lorsqu'il y a des conflits au niveau national, les premières répercussions se font sur la monnaie. L'effet de la rapatriation des citoyens. Tu vas avoir des pressions additionnelles sur la gourde et en vertu des pressions additionnelles sur la politique. Mais les pressions additionnelles sur la gourde, vraiment, si tu veux, ça représente une menace et comme je dirais même une guerre économique contre Haïti. Parce qu'avec la pression sur la gourde, il y a une dévaluation qui se fait. Le taux de cette dévaluation, j'ai bien dit le taux de cette dévaluation, si elle s'accélère, tu seras obligé au moment de l'importation des produits dominicains, obligé de convertir beaucoup plus de gourdes pour te procurer des $, pour acheter de la Dominicanée. Donc ça, ce qui va causer une augmentation des prix chez nous. Et l'augmentation des prix chez nous, éventuellement, pourrait aboutir sur des crises sociales. Ça pourrait aboutir sur des manifestations de rue. Ça pourrait devenir, d'un point de vue politique, un point déstabilisant pour la société en général. Donc, ce tact, cette décision des Dominicains est une décision très dangereuse, d'une part au niveau politique pour Haïti, d'autre part au niveau du taux de la dévaluation de la gourde. Et enfin, le directeur de l'Association nationale des producteurs agricoles pour l'avancement de l'agriculture haïtienne, Jerry Moura, estime pour sa part que l'agriculture haïtienne serait capable de relancer la production nationale en utilisant les compétences d'une grande partie des expulsés de la République dominicaine. Il déplore cependant le fait que les banques n'accordent pas de crédit aux entrepreneurs du secteur agricole. Dominicains, pas de travail la terre.
Dominicains pas travailler dans la construction. Ok, ça c'est nous-mêmes haïtiens qui faisons. Ça me dit, monsieur Sayo, j'ai visité des champs, j'ai visité des milliers d'hectares de terre en République dominicaine. 99%, pour façon de parler, plutôt me dire 95%. 95% ce sont des Haïtiens. 95%. Donc la main-d'œuvre est essentiellement haïtienne. Haïtienne là-bas. Pour quelle raison? L'Haïtien vient, il fait son travail, et puis il retourne à la chita, le petit caillou balé à côté pour dormir, etc. Il travaille, manger, boire, dormir. Après ça, on est capable de voir les petits coblis en Haïti. Okay? Mais la plupart du temps, les Haïtiens qui sont en République dominicaine, que, comme je dis toujours, je les respecte. Parce que, imaginez que vous prenez un Haïtien, au lieu de descendre Bordeaux-Prince, il fait zing d'eau, il attaque nous, il préfère aller demander Saint-Domingue pour la jeune travail. Pour quelle raison? Internationale, et le gouvernement pas mettre assez de bagages pour nous dans l'agriculture. Combien de milliers de carreaux de terre qui ne pas rien, qui ne de l'eau, qui ne système d'irrigation, qui ne de drainage. Ça, si on avait ça, il n'y aurait pas jamais ces domaines. Le banque n'est pas d'accord lui-même pour la mettre comme l'agriculture. Parce qu'il y a une loi, pas une mauvaise loi, une loi pour nous-mêmes agriculteurs. Alors la meilleure chose, c'est que la Banque centrale doit garantir le prêt à les banques privées. Par exemple, le prêt pour 10 $, la Banque centrale garantit prêt 10 $, mais maintenant les compagnies d'assurance qui sont en Haïti, c'est chaque 100 ans seulement à payer, parce que chaque 100 ans on le monétaire. Il faut que les compagnies d'assurance doivent assurer l'agriculture. Alors tout ça, c'est le Sénat et le gouvernement qui doivent prendre des mesures contre ça. Et enfin, une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Situé à une vingtaine de kilomètres de Port-au-Prince, dans la commune de Cabaret, le port Lafiteau a été inauguré ce jeudi. Une cérémonie a réuni le président de la République, certains hauts dignitaires du gouvernement et plusieurs hommes d'affaires. Les travaux de construction de cette importante infrastructure portuaire ont coûté 80 millions de $. Sheila Louis était sur place. Lancé en 2010, le projet de construction du port Lafiteau a finalement vu le jour dans la commune de Cabaret. Désormais opérationnelle, cette structure moderne de standard international est érigée sur une superficie de 130 000 m². Cette importante infrastructure portuaire arrive à point nommé, se réjouit le président de la République, Michel Martelly. Moi, je suis content parce que souvent on a parlé de taux de change, on a parlé de gouttes, on a parlé de migration, de République dominicaine, tout ça, avec qui ça n'a fait dans la canou. Parce que justement, là, on n'a pas de créer emploi. Donc, on qui travaille ici, il n'y a pas besoin d'aller dans notre pays. Donc, c'est qui est important. Et nos besoins, des projets comme ça. Donc, c'est malheureux que des fois, il prend temps, c'est difficile pour lancer en Haïti. Mais justement, c'est modèle ça que nous avons besoin de réplique ça. Un projet de grande envergure dont les travaux de construction ont coûté 80 millions de $, grâce à un partenariat public-privé. Capacité de stockage diversifiée, activité économique garantie, sécurité fiable, autant de possibilités qu'offre le port Lafiteau. Déjà, Ruben Bidjo, un des responsables de la compagnie JB Group, dit s'attendre à des retombées positives pour le pays. Lafiteau représentait un modèle de développement économique intégré, côté que il y a plusieurs pôles là-dedans. C'est l'équipe poumon, échanges commerciaux dans tout le pays. Et c'est à travers un port efficient qui va permettre que nous recevoir nouvelles lignes, que éventuellement prix et nous vivons un pays compétitif en termes d'industrie maritime. Un pas de plus qui a été franchi en vue de développer le secteur portuaire selon les initiateurs du projet Lafiteau Global. Les travaux se poursuivront et prendront fin dans 3 mois. Après l'achèvement total du port, viendra le lancement de la deuxième phase qui consiste à construire une zone franche. Plus de 70 millions de $ ont déjà été investis dans ce projet qui pourra générer 25 à 30 000 emplois. C'est tout ce que nous pouvions dire de l'actualité à Metro News Magazine cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain.